Bonjour à tous, mon nom est Dr. Jad Obeika et au nom de Respi Plus, j'ai le plaisir de vous accueillir au webinaire d'aujourd'hui, Protéger les Canadiens vulnérables, améliorer la sensibilisation à la vaccination contre le pneumocoque et son adoption, qui sera présenté par M. Simon Lessard. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir cette opportunité de formation continue, rendue possible grâce à une commandite sans restriction de Merck Canada. Tout d'abord, quelques aspects techniques avant de commencer. Si vous avez des questions, nous vous demandons d'utiliser la section questions et réponses au bas de votre écran. Si vous vous connectez au webinaire par téléphone, veuillez noter que votre ligne téléphonique sera mise en sourdine pendant la session et ne pourra pas être rétablie. Veuillez noter que ce webinaire est enregistré et qu'il pourra être visionné sur le site web www.expandcourses.com. Vous recevrez un courriel à cet effet dans quelques jours. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre conférencier d'aujourd'hui. Simon Lessard est un pharmacien propriétaire depuis plus de 20 ans et un éducateur national certifié par le Conseil national de recherche Canada en matière de santé respiratoire et de cessation tabagique. En plus d'enseigner à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, il a donné des centaines de conférences à l'échelle nationale et internationale. Il est également impliqué dans la formation des professionnels de la santé et a créé de nombreux outils cliniques utilisés dans les deux facultés de pharmacie du Québec. Sur ce, je lui cède la parole pour la présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Lessard. Merci beaucoup pour les présentations. Merci beaucoup de m'accompagner, Dr. Baker. Ça me fait super plaisir qu'on travaille ensemble dans cette présentation-là. Donc, sans plus tarder, commençons. Désolé. Oui, donc, lors du jour de la présentation d'aujourd'hui, donc, on va revoir évidemment le fardeau du pneumocoque, à quel point c'est extrêmement important, le paysage de la vaccination qui a quand même beaucoup changé dans les dernières années. Évidemment, c'est important. On ne veut pas parler de vaccination sans parler des obstacles. La vaccination, c'est pas quelque chose qui est inné, donc quelque chose qu'il faut encourager et participer activement et parler à nos patients. C'est ce que de toute façon, vous allez voir, c'est ce que les gens s'attendent de nous. Évidemment, de voir les stratégies pour optimiser cette vaccination-là et de voir les différentes ressources qui existent. Évidemment, la présentation d'aujourd'hui, ça n'a pas été présenté, ça n'a pas été fait hier. Ça fait depuis presque un an que le groupe Respi Plus travaille avec un comité d'experts dont je fais partie. Donc, l'équipe Respi Plus, donc on parle de Marie-Anne Cédeno, Catherine Lametz, ça fait depuis un an. Il y a eu un soutien financier, évidemment, de Merck qui était, évidemment, qui a un soutien financier, mais bref, qui n'a pas participé du tout à la rédaction ou à la participation, quelle qu'elle soit, là, de aucune des diapos de ce matin. Euh, mais c'est beaucoup plus que le groupe qui est sur votre écran. C'est différentes associations de patients qui ont travaillé au soutien. Vous allez voir dans le cadre de la présentation, on va vous parler des résultats d'un questionnaire qui a été fait chez de nombreux patients et professionnels de la santé. Donc, vous voyez que vous allez voir en fait qu'il y a eu la participation de beaucoup d'autres membres que les gens qui ont votre écran. Donc, parlant des membres, ben, il y a Dr. Alan Kaplan d'Ontario, qui est le président médecin de famille, qui est le président du comité scientifique. Il y a eu Dr. Chu, qui est une infectiologue. Vous avez Dr. Grossman, pneumologue, qui a aussi participé, et les deux pharmaciens, donc moi-même et Ajit Johal, qui ont participé activement à la présentation d'aujourd'hui. Bon, ici, c'est nos divulgations en tant que présentateur et en tant que modérateur. Donc, évidemment, il y avait pas de lien. On travaille tous comme pharmacien, comme pneumologue, évidemment, avec les maladies respiratoires, évidemment, mais il n'y a pas eu de lien là, direct avec les commanditaires de l'événement d'aujourd'hui. Donc, évidemment, tous les membres aussi du comité expert, évidemment, travaillent avec les compagnies pharmaceutiques impliquées en vaccination et en santé respiratoire, mais il n'y a aucune diapo qui est de près ou de loin reliée à des, un lien avec Merck Canada. Commençons par les objectifs. Donc, c'est quoi les objectifs? Qu'est-ce qu'on veut obtenir dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui? Bien, évidemment, on peut pas se le passer, hein. On va parler un petit peu du fardeau de la maladie. On va remettre à jour nos recommandations, donc ce qui est le plus récent au niveau du programme d'immunisation au Québec. On va évidemment parler des nouvelles recommandations du CCNI qui ont été mises à jour le 15 novembre dernier.
Ensuite, on va vous présenter les résultats de l'enquête nationale de RespiPlus sur la vaccination contre le pneumocoque. Puis, on va évidemment mettre à jour les différentes stratégies pour pouvoir augmenter le taux de vaccination contre le pneumocoque au niveau national. Évidemment, le fardeau de la maladie à pneumocoque est extrêmement large. Si on parle des infections invasives à pneumocoque, le taux d'incidence a toujours été dans les 10 dernières années avant la pandémie de COVID, autour d'environ 10 cas par 100 000 habitants. Évidemment, dans le cas de la COVID, étant donné qu'il y avait moins de pneumocoques en circulation et beaucoup plus de COVID, évidemment, on a vu des taux qui ont diminué autour de 5,6, 5,8 par 100 000 habitants. Puis évidemment, en 2022, donc, on est retourné à nos taux habituels d'autour de 10 patients sur 100 000 habitants au Canada. Donc, ce sont les données qui sont canadiennes. On sait qu'il y a toujours un pourcentage de la population qui est plus à risque. On va les voir avec beaucoup plus de détails dans les prochaines diapos, mais évidemment, ce sont nos jeunes enfants, nos personnes qui sont un peu plus âgées, notre population autochtone, nos patients immunosupprimés et nos patients qui présentent des comorbidités respiratoires, cardiaques, rénales, etc. Ben, c'est quoi le streptocoque pneumonie? Ben, on l'appelle souvent de façon commune le pneumocoque, qui est un gramme négatif qu'on retrouve principalement dans la voie nasopharyngée. Évidemment, les complications, évidemment, il peut rester dans la région nasopharyngée et amener des otites, évidemment, et des sinusites, mais aussi il peut rentrer dans la circulation et causer des bactériémies. Il peut rentrer au niveau du système nerveux central et causer des méningites, puis il peut évidemment se loger dans le poumon et causer des pneumonies. Donc, c'est un pathogène qui est extrêmement fréquent au Canada. Il y a environ de 90 à 100 sérotypes du pneumocoque qui existent, dont une bonne partie, en fait à peu près 25 des sérotypes qui peuvent être protégés grâce à la vaccination. En règle générale, quand on parle du pneumocoque, on va parler de deux catégorisations. Donc, on va parler de la catégorisation, donc ce qu'on appelle les infections invasives à pneumocoque, qui sont communément la méningite, la bactériémie et la pneumonie bactérienne. Et on va aussi parler des autres qui sont non invasives, notamment l'otite moyenne aiguë, ainsi que la sinusite. Évidemment, à chaque sérotype, son niveau de sévérité de la pathologie. Donc, évidemment, c'est important puis on en parlait vraiment beaucoup dans le camp de la présentation, mais de viser les sérotypes qui sont les plus importants, qui causent des maladies plus importantes. Évidemment, la pneumonie, bien évidemment, il y a des complications qui sont extrêmement importantes. La pneumonie en PM, on a aussi les péricardites, les insuffisances respiratoires. Pour nos patients qui vont développer des bactériémies, bien évidemment, il y a le choc septique. Puis on a à peu près un patient sur 5 qui vont en mourir. On a des patients qui vont être atteints de quelque forme, que ce soit de méningite. Évidemment, il peut y avoir une perte d'audition, des crises d'épilepsie, puis à peu près 22 de cette population-là qui vont développer des infections de type méningite, qui vont en mourir. Donc, les complications sont extrêmement importantes. C'est un tableau que vous avez probablement déjà vu. Il y a quand même beaucoup de données sur ce tableau-là. Évidemment, c'est des données qui datent de 2009 à 2010, donc c'est des données canadiennes. Et on voit l'effet de notre vaccination chez nos patients qui sont plus jeunes, donc nos moins de 5 ans. On voit que la vaccination, ça l'a quand même protégé une grande partie de notre population contre les infections invasives à pneumocoque. Donc, ça fonctionne, cette vaccination-là, lorsqu'elle est donnée de façon importante. On voit que l'autre groupe, évidemment, qui est touché par les infections invasives à pneumocoque, ce sont nos patients de 60 ans et plus. Puisque vous voyez à votre droite, c'est un petit peu ce que je vous disais tantôt. Donc, on parle à peu près de 10 patients sur 100 000 qui vont être touchés par une infection invasive à pneumocoque. Ce que cette étude aussi démontrait, donc ça démontrait aussi les différents sérotypes qui ont été présents entre 2009 et 2019. Donc, on parle principalement du 3, du 4 et du 8. Ce qu'on sait aussi, c'est que le 4, le 8 et le 12H sont les sérotypes qui sont les plus en croissance. En fait, c'est ceux-là qui étaient nommés dans l'étude.
Puis, ce qui nous rappelle aussi très bien que nos fameux macrolides sont encore et toujours aussi résistants à nos pneumocoques. Puis, on parle dans le cadre de l'étude d'un taux de résistance d'à peu près 25. C'est aussi ce qui nous rappelle aussi, c'est que les différents sérotypes ne sont pas nécessairement associés à toute la population, mais c'est associé aussi à différents types de population, c'est-à-dire nos plus jeunes qui vont avoir certains sérotypes qui vont être touchés, qui ne toucheront pas nécessairement les 60 ans et plus, mais c'est aussi encore plus complexe parce que ce n'est pas juste une question de sérotype versus un groupe d'âge, mais sérotype aussi versus une région géographique. Et ça, on pourra en parler un petit peu plus tard. On a déjà parlé que le premier facteur de risque est probablement l'âge et c'est extrêmement important de ne pas l'oublier. Donc, il y a une population qui est à cibler par la vaccination antipneumococcique, mais aussi d'autres facteurs de risque qui sont extrêmement importants. Évidemment, on parle de Respi+, on ne peut pas parler autrement que de santé respiratoire. Santé respiratoire dit tabac. Tabac est probablement le facteur de risque indépendant le plus important relié aux infections, aux pneumonies à pneumocoque. En fait, simple fait de fumer augmente de 3 à 4 fois le risque de développer une pneumonie à pneumocoque versus un patient qui ne fume pas. Fait que juste ça, c'est un facteur de risque indépendant qui est extrêmement important. Évidemment, il y en a d'autres facteurs de risque auxquels on peut peut-être moins penser. Euh, je ferais penser aux patients qui ont des troubles de dépendance à l'alcool, aux drogues dures, à l'itinérance qu'on voit de plus en plus dans nos médias de façon fréquente, surtout en temps froid comme aujourd'hui. Donc, c'est une clientèle qui est extrêmement à risque. C'est tellement à risque que même dans les plus récentes recommandations du PIC du mois d'octobre dernier, on a rajouté cette population-là pour les vacciner contre les différents types, là, avec les différents types de vaccins qui sont disponibles, donc pour comprendre à quel point c'est un facteur de risque qui est extrêmement important. Si on regarde les autres maladies chroniques que l'on connaît puis avec lesquelles on joue tous les jours, on parle notamment de la MPOC, les maladies de type asthmatique plus modéré à sévère, ben on sait que ces patients-là, versus la population qui est normale, donc, qui n'a pas ces maladies-là, donc court un risque beaucoup plus grand de développer une infection invasive au pneumocoque. Donc, le facteur là, en fait, qui explique en fait le- en fait, c'est 5 à 17 fois plus de chances de développer une infection invasive au pneumocoque si on présente un MPOC et de l'asthme versus un patient qui ne l'a pas. Donc, c'est quand même un facteur qui est extrêmement important. Si on regarde les maladies cardiaques, donc ça l'augmente de 3 à 7 fois, le diabète de 2 à 5 fois. Et ce qui est impressionnant, puis on le voit là, vraiment bien là, dans la diapo au plein centre, donc la notion d'immunodépression, donc nos patients cancéreux versus un patient qui ne l'a pas augmente ses risques de 22 à 38 fois de développer une infection invasive. Donc, je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre à quel point c'est une population qui est extrêmement importante à vacciner. C'est une diapo que vous avez probablement déjà vu par le passé. Donc, c'est des données qui sont des données administratives américaines chez plus de 26 millions d'Américains, hein, qui est en fait une étude qui a été faite entre 2007 et 2010, donc sur 3 ans. En fait, l'objectif était de savoir à quel point certains facteurs de risque augmentaient le risque de développer une pneumonie à pneumocoque. Puis, vous le voyez par pathologie à quel point, en fait, le premier point qu'on voit, là, en fait, on le voit en Bourgogne, c'est à quel point l'âge est un facteur de risque qui est extrêmement important. On le compare à nos patients de 50 à 64 ans. Donc, c'est vraiment de façon spectaculaire beaucoup plus important selon l'âge. Mais aussi, le simple fait d'avoir certaines pathologies nous augmente notre risque de développer une pneumonie à pneumocoque. Dans le cadre de cette même étude, on a aussi regardé le fait d'en avoir une, deux ou trois maladies chroniques à risque, à quel point ça augmente ce risque. Évidemment, vous voyez en Bourgogne, donc le fait d'en avoir trois, évidemment, est beaucoup plus important, et que ce soit dans n'importe quelle catégorie d'âge, donc le 18 à 34 ans jusqu'à 65 ans et plus. C'est sûr que dans 65 ans et plus, le chiffre est quand même assez impressionnant. Rappelez-vous que ces diapos aussi existent, pas non plus pour les pneumonies à pneumocoque, mais aussi pour les infections invasives à pneumocoque. Donc, on aurait le même type de données. C'est juste qu'il fallait qu'on choisisse une des diapos.
Fait que c'est important de savoir que c'est vrai pour les deux pathologies, les deux complications. Puis aussi, ce qui est important aussi de se rappeler, puis regardez, là, je pense qu'on tu sais, on est bien conscient que notre population de 65 ans et plus, il faut la vacciner, mais souvent on oublie là, nos patients qui ont 50 à 64 ans, qui ont des maladies chroniques. Donc, vous voyez à l'écran de 1 à 3 maladies chroniques, mais regardez par rapport à notre population qui est en bonne santé à quel point c'est extrêmement important le risque, donc l'accumulation de risques selon l'accumulation de maladies chroniques, c'est de façon extrêmement importante. Donc, le fait d'avoir une pathologie chronique versus le fait d'être en état de santé, en bon état de santé, donc multiplier notre risque par 2,5. Si on en a deux, par 6,2. Et si on en a trois, par 15,6. Donc, nul besoin de vous convaincre. Je pense que c'est important de regarder l'état complet de notre patient et de rappeler à quel point c'est important pour lui de se faire vacciner. On l'a dit, il y a certaines communautés qui sont un petit peu plus à risque. Ici, c'est une étude qui a été faite à Thunder Bay dans une population où est-ce qu'il y a une plus grande proportion de patients autochtones versus la population peut-être générale. Ce que vous voyez, la population autochtone dans l'étude rétrospective qui a été faite à Thunder Bay, donc représentait à peu près 19,2 de la population. Mais si on regarde la population qui se présentait et était hospitalisée pour une infection invasive à pneumocoque, ben, ça représentait 29,1 des cas. Donc, ça fait en sorte que le simple fait d'être autochtone a beaucoup plus de chances, le patient a beaucoup plus de chances d'être hospitalisé pour une infection invasive au pneumocoque. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que tout étant égal par ailleurs, nos patients qui étaient autochtones étaient un petit peu plus immunosupprimés en règle générale que notre population normale. Autre point qui est extrêmement aussi important, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, euh, ah oui, c'est ça. Le nombre, tu sais, on parlait tantôt du fameux chiffre là, d'à peu près 10 patients sur 100 000 qui développaient une infection invasive au pneumocoque. Ben, multiplier ce chiffre-là par deux, même par trois. Donc, pour nos patients qui sont autochtones, ce risque est beaucoup, beaucoup plus augmenté. Donc là, on va regarder un petit peu le paysage. Donc, paysage de la vaccination. Donc, on va regarder les différentes options qui existent devant nous. On va revoir un petit peu ensemble ce que le PIC nous propose, ce que le CCNU nous propose. Puis évidemment, on va parler de notre fameuse enquête qu'on a menée auprès de la population canadienne avec le groupe Respire+. C'est toujours une diapo. En fait, vous avez probablement déjà vu, c'est une enquête canadienne qui a été faite en 2018-2019. C'est une population canadienne là, de 3700. Donc, c'est un sondage téléphonique où est-ce qu'on appelait nos patients et on vérifiait leur statut vaccinal selon différents types de vaccins que vous voyez à votre écran. Évidemment, le premier constat qu'on voit, bien évidemment que par rapport à notre cible canadienne, qui devrait être tout, tout vaccin confondu autour de 80 bien, même notre population qu'on pense qui se fait très bien vacciner, bien évidemment, elle n'est pas là, suffisamment. On parle de 58 versus notre cible de 80. Si on regarde, et ça, c'est assez pathétique, donc nos patients qui souffrent d'une maladie chronique, donc qui devraient être vaccinés et protégés par un vaccin contre le pneumocoque, mais on parle d'à peu près 25 Donc, il y a juste un quart de la population qui est vaccinée. Donc, c'est extrêmement important de travailler aussi sur ce sous-groupe-là qu'on a plus tendance à oublier. Il y a plusieurs vaccins qui existent. Commençons par notre droite, donc une technologie. Donc là, ici, on fait référence aux approbations, donc aux indications officielles des monographies. Donc, vous voyez là, en bas dans les références que ça vient directement des monographies. À titre d'information, le fameux PPSV 23 sous-souche, pour ne pas le nommer, le Pneumovax. Donc, ça date d'une technologie des années 70 il y a eu son avis de conformité en 1978, donc ça date depuis très longtemps. On sait que c'est une vaccination qui est
sous-optimale par rapport à notre vaccination conjuguée. Si on regarde les autres options qui existent, donc la vaccination conjuguée, donc on a notre PCV 13 que vous voyez à votre gauche de votre écran avec les différentes indications. Vous avez le PCV 15 qui est le Vaxneuvance de Merck avec les 15 sous-types que l'on donne présentement. On va le revoir tantôt pour nos jeunes patients. Vous avez le PCV 20 pour ne pas nommer le Prévenard, qui a autant les indications en infection invasive du pneumocoque que la pneumonie. Puis vous avez le tout récent, le PCV 21, le Cap Vaccine, qui est lui indiqué chez les 18 ans et plus pour les infections invasives au pneumocoque. Encore une fois, parlons de fardeau. Le fardeau est lourd chez nos Canadiens. Études de surveillance qui voulaient en fait vérifier un petit peu qu'est-ce qui se passe chez nos patients qui vont développer une pneumonie, une pneumonie qui est acquise en communauté versus eux qui vont développer une infection invasive au pneumocoque. C'est quoi le devenir? Puis c'est quoi en fait, c'est qui ces patients-là? Donc, c'est les données qui sont canadiennes. On parle des données de 2010 à 2017. Donc, quand on a regardé qu'est-ce qui se passait pour nos patients qui développaient une infection, une pneumonie acquise en communauté, bien, évidemment, il faut se rappeler que la majorité de ces pneumonies acquises en communauté ne sont pas bactériennes. Donc, 64 des cas, ce sont en règle générale des infections qui vont être virales. Mais dans les 36 qui sont restés, le chiffre qui est extrêmement important de se rappeler, puis c'est la même chose pour les infections invasives. C'est qu'un patient sur deux qui a 65 ans et plus, c'est eux, la population, qui vont développer une infection à pneumocoque ou une infection invasive. Puis c'est 80 de nos patients de 50 ans et plus. Fait que ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un groupe qu'on doit vraiment cibler pour la vaccination contre le pneumocoque, puis on représente au moins 80 de la population. Donc, c'est extrêmement important de ne pas les oublier. Si on regarde ici, en fait, c'est les mêmes données, mais on regarde les complications. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé dans ce sous-groupe de la population-là? Ben, on voit que la mortalité, donc, elle augmente avec l'âge, ce qui fait tout à fait du sens parce que leur immunosénescence commence à se manifester. Ils sont moins bien nantis pour se protéger. Mais ce qu'on regarde, et c'est extrêmement impressionnant, c'est que les complications sont encore plus importantes chez nos 50 à 64 ans que chez nos patients de 65 ans et plus. Donc, on voit le besoin en ventilation mécanique, les admissions aux soins intensifs, puis les complications en règle générale sont plus importantes sur nos 50 à 64 ans. Puis, c'est probablement relié au fait que cette population-là n'est pas encore assez vaccinée. Ici, c'est une étude de Toronto, en fait, qui a été faite en 95 à 2012, où est-ce qu'on a évalué un petit peu quelles étaient les complications. Donc, vous voyez qu'on revoit un à mesure de l'autre nos fameux facteurs de risque. Donc, nos patients qui sont immunosupprimés versus nos patients qui étaient immunocompétents. Donc, nos patients qui sont immunosupprimés ont 2 fois plus de risques dans une population typique de Toronto, donc une population canadienne, de mourir d'une infection invasive au pneumocoque. Et nos patients qui sont immunosupprimés ont 12 fois plus de chances de développer une infection et d'être hospitalisés pour une infection invasive au pneumocoque. Donc, encore une fois, c'est des patients pour lesquels il faut absolument vérifier de façon régulière leur carnet de vaccination pour s'assurer qu'ils ont la bonne vaccination anti-pneumococcique. Vous connaissez ce tableau-là. C'est le plus récent. C'est celui qui vient du pic en fait, début octobre. Dans le fond, ce qu'on doit se rappeler, c'est que nos patients, nos jeunes patients doivent avoir leur première vaccination qui se fait présentement avec le PCV 15 à hauteur de 3 doses, à la dose à 2 mois, à 4 mois et à 12 mois. Pour nos patients qui sont, et on le voit très bien à notre écran, nos patients qui sont à risque très élevé, parce que vous voyez maintenant que puis vous voyez toutes les différentes indications en bas de votre écran, mais nos patients qui sont à risque très élevé, nos patients immunosupprimés, aspléniques, qui prennent des immunosuppresseurs, bien évidemment, ces patients-là sont à risque très élevé et devraient recevoir le PCV 20, donc ce serait 4 doses, donc 2
4, 6 et 12 mois, si on le sait dès le début à la naissance. Par la suite, on en a parlé un petit peu tantôt, donc nos patients autochtones donc, sont déjà plus à risque. Donc, ces patients-là peuvent recevoir gratuitement le vaccin, le PCV 20. Par la suite, on a nos patients qui ont un risque élevé, donc qui n'est pas un risque très élevé. Donc, ces patients qui ont une maladie chronique, qui ont plus que 18 ans. Présentement, la situation est qu'ils peuvent recevoir le PP, en fait, le Pneumovax, là, le PP, le polysaccharidique, gratuitement et nos patients de 65 ans. Cela étant dit, la prochaine diapo, il vous parler de tout ce qui se fait ailleurs qu'au Québec. On s'attend probablement à ce printemps, que dis-je, là, à des mises à jour du cycle par rapport à la vaccination antipneumococcique. Et évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait un petit clin d'œil avec ce qui se fait ailleurs au Canada. Donc, parlant de ce qui se fait au Canada, donc, le CCNI, donc c'est l'organisme là, NACI en anglais, CCNI en français. Donc, c'est notre pendant du SIC ici au Québec. Donc, il émet des recommandations sur le type de vaccin utilisé, quand le donner, euh, pour tel type de population ou autre. Et après ça, les provinces prennent la décision budgétaire de choisir un vaccin et le calendrier qu'ils veulent ou pas. Ce qui est important, donc le 15 novembre dernier, donc le CCNI a émis la recommandation suivante de vacciner tout patient, qu'importe les vaccins qu'ils ont reçus antipneumococciques par le passé, donc de vacciner avec le PCV 21 ou le PCV 20 à la population suivante. Donc, les deux populations qui sont importantes, c'est les 65 ans et plus et les moins de 65 ans et plus avec maladie chronique. Ce qui est extrêmement important, et il y a eu quand même plusieurs paragraphes dans l'émission des recommandations du CCNI sur le point suivant. Euh, il ne s'agit pas de prendre un vaccin ou l'autre, mais vraiment de regarder les données épidémiologiques présentes dans la province, quelle qu'elle soit, de voir les sérotypes qui sont circulants, les sérotypes qui causent des infections, les infections invasives au pneumocoque, ou tout simplement des sinusites ou simplement des otites moyennes aiguës, et de donner la vaccination qui sera le plus appropriée selon le sérotype qui va être présent. De se rappeler que dans le fond, dans le PCV 21, on a 10 sérotypes qui n'est pas présent dans le PCV 20. Et dans le PCV 20, on a 9 sérotypes que l'on ne retrouve pas dans le PCV 21. Donc, c'est vraiment important d'adapter là, notre vaccination par rapport à ça. Ouais, c'est ça. C'est pas mal tout. Je pense qu'il y a d'autres images. Je vais juste les faire. Et un deuxième. Parfait. Évidemment, on pourrait se poser la question, c'est les mêmes diapos qu'on a vus tantôt dans l'étude canadienne sur 10 ans, donc l'étude de surveillance. Donc, pourquoi nos patients adultes semblent si moins bien protégés? Je pense pas qu'il y a des millions là, de raisons, outre le fait qu'il y a une sous-vaccination dans certains groupes de population, notamment nos patients qui ont moins de 60, en fait, qui ont entre 18 et 64 ans. On en parlait tantôt, là, que leur taux de vaccination est autour de 26 à 25. Donc, un faible taux de vaccination, évidemment, mais on a un meilleur taux de vaccination, on le voit à notre écran chez nos patients de moins de 5 ans. Donc, ça doit clairement expliquer la tendance clairement à la baisse. Puis vous vous rappelez que le graphique nous rappelle les données jusqu'à 2019, ça l'avait diminué en 2020, 2021, puis en 2022, on était revenu à notre même nombre. Donc, il ne devrait pas avoir, il n'y a pas eu de changement. Probablement aussi, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on n'a pas de réduction de maladies pneumococciques? Ben, c'est probablement aussi le fait qu'on a peut-être des occasions manquées. On a des campagnes de vaccination. On est encore en campagne de vaccination antigrippale et anti-COVID. Ben, pourquoi pas offrir le pneumocoque? Donc, c'est des occasions que l'on manque. Puis, il n'y a pas de contre-indication, évidemment, de remettre là, le vaccin antipneumococcique en même temps que les deux autres. Euh,
Il y a aussi le fait que, qu'est-ce qui pourrait expliquer tout ça, c'est que les sérotypes qui étaient couverts dans les vaccins ancestraux, donc on fait référence aux vaccins polysaccharidiques, bien évidemment, on réagit moins, on a remplacé par des sérotypes qui ne sont pas présents dans la vaccination. Donc évidemment, il y a un changement, les bactéries se sont adaptées à la situation. Donc évidemment, il faut adapter notre vaccination en conséquence. Vous avez probablement aussi déjà vu cette diapo-là. Évidemment, ce qui est important de se rappeler, c'est que il y a un changement vaccinal, il y a un changement des sérotypes qui sont présents selon la région, selon la population aussi. Donc, de plus en plus, on a des sérotypes qui ne sont pas inclus dans la vaccination que l'on donnait, comme avant, on donnait beaucoup le PCV 13. Donc, présentement, c'est important d'adapter notre vaccination aux sérotypes qui vont être présents. Il faut se rappeler toujours que le fameux sérotype 3 est un sérotype à battre qui est difficile. Il s'adapte et de plus en plus, notamment là, les vaccins polysaccharidiques sont complètement là, ils résistent complètement là, à ce sérotype-là. Donc, il faut vraiment adapter notre vaccination en conséquence. Et même le PCV 13, donc, qui est de moins en moins efficace contre le sérotype 3. C'est une diapo aussi qui est extrêmement importante. Donc, c'est des données ici canadiennes, encore une fois, qui datent de 2020. Et là, on regarde les infections invasives au pneumocoque et on se rend compte que, donc, dans les nouveaux vaccins, donc là, on fait référence, le plus récent, c'est le PCV 21, on couvre jusqu'à 81% des sérotypes qui sont présents dans les infections invasives. Mais encore une fois, c'est des données de 2020. Plus récemment, le 15 novembre dernier, quand le CCNI mettait ses recommandations, il nous rappelait les choses suivantes. Donc, c'est des données de 2023 qu'ils ont analysées, donc les données canadiennes. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les différences dans les couvertures, notamment entre le PCV 20 et le PCV 21, donc là-dessus, on voit à notre écran qu'il y a comme une différence de 27%, mais ça s'amenuise énormément parce qu'évidemment, il y a des changements avec le temps. Vous vous rappelez qu'en 2020, on était dans une année pandémique. Donc, évidemment, il y a beaucoup de changements qui ont eu lieu et les différences entre les deux sont de moins en moins importantes. Ça tourne présentement plus autour de 14 là, pour cent, pour les infections invasives, les sérotypes qui sont couverts présentement versus les deux vaccins. La multirésistance est aussi un facteur qui est extrêmement important à se rappeler. Donc, évidemment, on appelle le nom multirésistance, si c'est une étude là, américaine qui a eu lieu là, sur à peu près 10 ans. Et on a regardé les différents sérotypes qui étaient multirésistants. Puis on parle de mot multirésistance quand un antibiotique, en fait, quand un variant est résistant à trois antibiotiques différents. Évidemment, c'est pas toute notre population, ça touche pas toute notre population, mais il faut se rendre compte que c'est un facteur à ne pas oublier dans le choix d'un vaccin. Donc, ce que vous voyez, je pense que il me manque un clic. Oui, effectivement. Donc, vous voyez les différents sérotypes qui sont présents, qui sont multirésistants. Les deux plus grands sérotypes qui émettent des résistances à plus de trois antibiotiques, on parle du 15A et du 19A. Donc, ça va être vraiment important de les couvrir lors de notre campagne de vaccination. On a parlé au début qu'on a fait, le groupe Respi Plus a fait un travail incroyablement lourd, dur, pour essayer de trouver des patients, trouver des patients, puis trouver des professionnels de la santé pour pouvoir donner une idée juste de la situation vaccinale contre les vaccins antipneumococciques, puis ils ont vraiment bien réussi, puis je vais vous présenter, ça me fait plaisir de vous présenter les résultats, puis à la fin, je vais aussi vous inviter à vous inscrire à pouvoir éventuellement dans les prochaines journées, pas aujourd'hui, mais dans les prochaines journées, pouvoir aller chercher le rapport qui va être disponible, mais ça vous donne vraiment une belle idée en 2024, évidemment, c'était fait l'année passée, de la situation des professionnels de santé et des professionnels puis et des patients au Canada. Si on regarde avec un peu plus de détails, donc qui faisait partie de la population, donc on se rend compte que c'était principalement une population qui était plus âgée de 65 ans, qui venait en grande partie d'Ontario et du Québec, et c'est des patients qui avaient des maladies chroniques, principalement respiratoires, bien que d'autres patients aussi, évidemment, en faisaient partie.
dont notamment nos patients qui étaient immunosupprimés. Pour nos participants de type soins de la santé, donc on voyait qu'il y avait une bonne proportion de la population de la population à l'étude, qui étaient des infirmières, des généralistes, on a eu beaucoup de pharmaciens aussi, et la majorité venait soit du Québec ou d'Ontario ou du reste de la population canadienne et qui travaillaient en règle générale dans un milieu qui était urbain. Premier constat, et c'est vraiment super intéressant, tout le monde est d'accord. La vaccination type pneumococcique, c'est important de la faire. Il n'y a personne qui ne comprend pas. En fait, 80% de la population comprennent très bien que c'est important de se faire vacciner. Fait que ça, je pense que le constat est clair. Euh, un des points qui est important de la part du professionnel de la santé, c'est que, donc, du côté du patient, il y a une lacune, par contre, de compréhension. Donc, tout le monde sait que c'est important, mais ils ne comprennent pas nécessairement pourquoi. Du côté du professionnel de la santé, on parle de 93% de la population à l'étude qui connaissent bien les vaccins, là. Les maladies en type pneumococcique, on la connaît bien. Par contre, d'être à l'aise d'en parler à ses patients, ben, il y a une certaine lacune à ce niveau-là. Puis dans un grand pourcentage de notre population à l'étude. Si on regarde les freins, qu'est-ce qui freine en fait, un patient de parler de ça à un professionnel de la santé? Puis quels sont les freins pour le professionnel de la santé d'en parler à un patient? Si on se met dans le chapeau du patient, évidemment, premier obstacle, c'est l'accessibilité. C'est de pouvoir parler à un professionnel, de l'entendre sur son opinion par rapport à ce que lui en pense de la vaccination type pneumococcique. Mais la majorité de nos patients sont conscients qu'il y a un risque. Si on pose la question par rapport au coût, et là, c'est pas la première fois, mais là, on a des données qui viennent de chez nous, qui viennent juste que je vous que je vous présente là. Euh, le coût est un obstacle pour pour les professionnels de la santé, mais pas tant pour les patients. C'est pas le premier point, c'est pas le premier obstacle. Et ça, c'est dans un ratio de 3. Donc, ça, ça titille, excusez-moi l'expression, beaucoup plus les professionnels de la santé qui a un coût rajouté à un vaccin que le patient en soi. Et ça, 3 fois plus. De l'autre côté, c'est la fameuse latitude à l'égard des vaccins ou la fatigue vaccinale. Donc, les professionnels de la santé sont très, très, très conscients qu'il peut y avoir une fatigue, mais probablement beaucoup trop. OK? Donc, les professionnels de la santé sont 3 fois plus susceptibles de penser qu'il y a une fatigue vaccinale chez le patient que le patient lui-même. OK? Donc, ce qui est vraiment, vraiment important pour le patient, c'est la fameuse accessibilité. Accessibilité pour obtenir son vaccin et la possibilité de pouvoir discuter de ce risque-là avec un professionnel de la santé. Donc, si on regarde en fait dans le sondage, là, ça variait énormément d'une province à une autre, là, mais les patients, en règle générale, se faisaient vacciner en pharmacie à 68%. Puis évidemment, ça variait d'une province à l'autre selon la réglementation. Puis il y a une bonne portion qui se faisait vacciner par les médecins de famille. Donc, la majorité des professionnels de la santé et des patients s'entendent sur le point suivant. La commodité, c'est extrêmement important. Donc, de trouver un endroit facile, accessible, dans lequel on est en sécurité pour se faire vacciner, c'est probablement le critère le plus important pour les deux groupes, donc les professionnels de la santé et les patients. Le point aussi qui est très important pour les deux, c'est le fait de savoir que tout le monde veut être informé des plus récentes mises à jour, donc d'être éduqué par rapport à la maladie, à la vaccination et aux complications, c'est extrêmement important. Euh, L'autre point qui est extrêmement important aussi, c'est les divergences. Donc, les divergences, comme on en parlait tantôt, les professionnels de la santé sont beaucoup plus portés à surestimer l'impact du coût puis l'impact de la fatigue vaccinale que les patients eux-mêmes. Donc, c'est important de peut-être faire un mind shift là-dessus. Finalement, là, l'offrir à nos patients, c'est probablement la meilleure chose. Pour le reste, s'il y a un coût, on laissera aux patients s'en occuper. Mais
de, d'avoir cette relation, il faut profiter de cette relation de confiance qu'on a avec cette population fragile, à risque de complications, de leur offrir la meilleure vaccination qui soit. Donc, c'est quoi les stratégies d'amélioration? Donc, le sondage a évidemment galvaudé autour de tout ça, là. Donc, on a regardé l'accessibilité, la logistique, les différentes technologies, puis les différentes initiatives, puis l'approche globale pour réduire le risque. Donc, autant au Canada qu'au Québec. Donc, dans les recommandations qui ont été mises dans le rapport, vous allez pouvoir y avoir accès. Donc, la priorité est vraiment de travailler sur 3 points. Donc, l'éducation. Donc, les gens veulent être informés et les professionnels désirent être formés et d'être mis à jour. Autre point qui est extrêmement important, c'est l'accessibilité. Donc, les heures d'ouverture des cliniques, on va faire référence aussi aux pharmacies, mais surtout, et ça c'est important, donc aux fameux points locaux de service. Donc, juste dans ma région, on est ouvert, les points locaux de service sont ouverts 7 jours sur 7, sont même ouverts en soirée. Donc, je vous invite à aller voir vos points locaux de service dans votre région, de les référer si vous pouvez ne pas le faire par vous-même ou de les référer nos patients à ces points locaux de service-là ou à leur pharmacie la plus proche. Puis le point, bien, finalement, qui est le plus important, c'est proposer, 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 engager des discussions actives, proactives sur la vaccination anti-pneumococcique. C'est extrêmement important lors des visites médicales, mais lors de vos visites en centre d'éducation, si je sais qu'il y a des éducateurs euh, sur la ligne, ou vos rencontres one-on-one avec vos patients, si vous êtes dans un GMF. Donc, c'est important de vérifier la vaccination et d'être proactif dans cette recommandation. Euh, Parfait. Perspective, qu'est-ce que ça voulait dire? Donc, ah oui, c'est ça. C'est comment les gens préfèrent obtenir l'information. Ben, de plus en plus, nos patients sont comme nous, hein, les professionnels de la santé. On veut obtenir l'information et la formation via le web, via des webinaires, donc à plus de 93%. Et la population n'est pas si différente que ça. La majorité du temps, nos patients sont de plus en plus literacy, donc la literacy Internet, là, sont très, très, très habiles à aller chercher l'information, donc de les référer à des sources fiables que vous connaissez, qui vont pouvoir leur donner l'information adéquate sur la vaccination anti-pneumococcique. C'est ce que nos patients de plus en plus attendent. Évidemment, il y a toutes les campagnes de sensibilisation qu'on va voir à la télévision, à la radio, qui vont être extrêmement importantes. Vous avez le site Can Immunize Canada, qui est vraiment un beau site d'information. Vous avez de l'information autant en anglais qu'en français. Évidemment, Can Immunize propose diverses alternatives au carnet de vaccination papier. Évidemment, au Québec, on a un carnet de vaccination électronique qui, d'ailleurs, comme vous le savez, le gouvernement du Québec travaille à ce que les patients aient eux-mêmes éventuellement accès à leur propre carnet de vaccination. Ce n'est pas le cas présentement, mais ce sera le cas sous peu. Donc, bref, évidemment, Canunès travaille aussi et surtout pour les autres provinces canadiennes. Donc, il existe différentes solutions, propositions, documentation pour pouvoir, en fait, sensibiliser nos patients à la vaccination anti-pneumococcique. Et il y a aussi des rappels technologiques. Donc, l'accessibilité est extrêmement importante. Donc, évidemment, on ne pourra pas faire fi du fait que c'est clair qu'un financement public pour la vaccination anti-pneumococcique adéquate pour le bon sérotype dans la bonne région, pour le bon type de patient est extrêmement, extrêmement important. De simplifier les calendriers de vaccination pour que ce soit simple pour le professionnel de santé pouvoir vacciner, puis on parle même de vaccination à domicile. Donc, évidemment, oui, on le fait déjà dans des cas de CHSLD, de soins de longue durée, et etc. Donc, vers une meilleure protection, réduire la maladie. Donc, c'est important qu'on on s'approche de la conclusion. Donc, améliorer la vaccination contre le pneumocoque. Puis, on va le faire comment? Ben, en éduquant de façon appropriée nos patients, en éduquant nos professionnels, favoriser une meilleure logistique. Donc, on fait référence à l'accessibilité, évidemment, au financement public pour protéger notre population qui est à haut risque et à haut risque de morbidité et de mortalité. Donc, en conclusion, il faut travailler à réduire la maladie pneumococcique en favorisant
la vaccination. On a vu tantôt que notre vaccination antipneumococcique était sous-optimale et largement en bas des 80%. De se rappeler qu'il y a des occasions qui sont manquées, puis quand on a la chance de voir un patient pour une vaccination ou pour juste une consultation, pour une exacerbation d'un POC ou quoi que ce soit, bien important de se rappeler euh, que la vaccination est extrêmement importante, que les sérotypes, évidemment, ont changé, ce qui était vrai même dans les années 2010 à 2020, ben, c'est plus nécessairement la situation présentement, puis il faut adapter la situation et les vaccins aux sérotypes qui sont présents dans notre région, puis toujours là, de faire la sensibilisation pour la vaccination anti-pneumococcique, donc via les différentes médias, donc ça va être extrêmement important, mais on sait que le gouvernement déjà travaille un petit peu là-dessus. Donc, peut-être une petite question, un message clé que vous allez pouvoir vous rappeler à la fin de cette présentation, c'est concrètement, dans quelles circonstances vous pouvez proposer la vaccination antipneumococcique, puis comment pouvez-vous changer votre pratique pour faire en sorte que la vaccination antipneumococcique, elle devienne plus régulière dans votre évaluation, de vos patients qui sont atteints de maladies chroniques ou plus âgés. Ici, vous voyez donc les différentes associations qui ont travaillé de façon très, très forte avec RespiPlus, donc le NIA, le Lung Association in Saskatchewan, vous avez le Airway Group en Ontario, vous avez le Lung Health Foundation. Donc, vous avez plusieurs groupes de patients ou de professionnels qui ont aidé à développer le rapport qui est accessible via le site à votre gauche, donc en termes de référence. Mais encore une fois, je vous dis, n'y allez pas tout de suite. On est en train de le mettre à jour présentement, donc ça devrait être prêt d'ici quelques jours. Et les courriels pour rejoindre le groupe Respi Plus, donc vous le voyez à votre écran. Puis c'est Simon Lessard.3. Toutes mes excuses là, si j'ai fait une erreur, toutes mes erreurs. Donc Simon.lessard.3. Donc si vous avez une question suite à la présentation. On en est là. Super. Merci beaucoup, Monsieur Lessard, pour une belle présentation enrichissante et une belle vue d'ensemble de la situation et des changements récents. Encore une fois, sur le thème protéger les Canadiens vulnérables, améliorer la sensibilisation à la vaccination contre le pneumocoque et son adoption. On est plusieurs participants, je vous encourage à écrire vos questions dans la section questions et réponses de votre application. Et nous allons bien sûr passer maintenant à la période de questions. J'aurais une première question pour ouvrir le bal. Êtes-vous en mesure de nous donner un aperçu des différents sérotypes au Québec? Et un peu en sous-question, est-ce que ce serait éventuellement le même vaccin qui devrait être indiqué pour toute la population québécoise ou est-ce que les différentes régions suggéreraient différents vaccins? En fait, les plus récentes, en fait, on sait qu'on attend des recommandations du PIC ce printemps, donc évidemment, je ne me proposerai pas sur le PIC. La seule chose, c'est que je crois que l'idée d'offrir une vaccination avec deux types de vaccins conjugués fait tout à fait du sens. En fait, les plus récents qu'on a sur le marché pour couvrir la population et couvrir les différents sérotypes fait tout à fait du sens. Donc, je fais référence aux recommandations de la CCNI. On s'attend à ce qu'il y ait des changements majeurs avec le PIC, mais effectivement, ça ferait tout à fait du sens de pouvoir avoir la chance d'offrir deux types de vaccins selon ce qui est présent au moment où est-ce que les mises à jour vont être faites. Fait que oui, la réponse est oui, ça devrait effectivement être le cas, à savoir si ça sera ce qui va se faire. Évidemment, on comprend qu'il y a des enjeux aussi d'approvisionnement. Il y a aussi des enjeux économiques aussi. Donc, évidemment, on n'est pas même si le SIC faisait une recommandation, mais évidemment, s'il y a des enjeux économiques, évidemment, c'est les enjeux économiques en règle générale versus l'efficacité qui va prédominer. Pourriez-vous commenter justement sur les prix des vaccins? Ben, en fait, ça dépend pour quel type de population. Donc, évidemment, toute la population qui est immunosupprimée, qui a la gratuité, ben, évidemment, ce sont des vaccins qui sont gratuits. Pour le reste, ben, les gens peuvent se présenter soit dans des cliniques privées, peuvent se présenter dans les pharmacies pour obtenir la vaccination antipneumococcique désirée.
Écoutez, j'ai pas les prix par cœur, là. Évidemment, c'est rarement ce que je vais gérer, là, mais je pense que c'est une centaine de dollars là, pour la vaccination, là, le PCV 20, PCV 21, j'ai pas le prix exactement par cœur, mais c'est une centaine de dollars plus les frais de vaccination en règle générale. Ouais. Avec les nouveaux vaccins, les 20 et 21 valents qui sont maintenant disponibles, d'après vous, puis encore là, sans se substituer évidemment aux recommandations à venir, mais est-ce que les 13 et 15 valents vont garder une certaine place d'après vous ou il y a des bonnes chances qu'ils soient effacés? Non, c'est ça. Puis de plus en plus, tu sais, on voit le sérotype 3 qui est le fameux sérotype auquel on veut toujours s'attaquer parce que c'est un des ceux qui est les plus présents dans les infections invasives. On voit que le PCV13 est de moins en moins important. Là, on parle de modéré en termes d'efficacité. Donc, évidemment, on n'aura pas le choix. Là, ça va être un remplacement de garde de ce vaccin qui a fait son travail effectivement pendant de nombreuses années, mais il va être remplacé par le PCV20, PCV21. Et d'ailleurs, c'est les recommandations excusez-moi, j'allais dire Nancy, du CCNI, c'est qu'importe que le patient ait eu le PCV 13 par le passé, ben, on attend un an et après ça, on donne la nouvelle vaccination PCV 20 ou PCV 21. Avons-nous des données sur la durée de l'immunogénicité de chacun de ces vaccins-là? Bonne question. C'est des vaccins qui sont quand même assez récents, fait que non, on n'a pas. On sait que ces deux vaccins qui vont développer une immunité à long terme pas mal meilleure que les vaccins polysaccharidiques, en fait, de façon extrêmement beaucoup plus importante. Pour le moment, les recommandations nous parlent d'une dose, point et pas de rappel. Donc, pour les données qu'on a présentement, c'est une dose, point. Il n'y aurait pas besoin de revacciner, là, notamment avec un vaccin polysaccharidique non plus, là, une fois que le patient a eu le PCV 20 ou le PCV 21. Considérant les sérotypes couverts par le PCV 20 et le 21, est-ce qu'il y aurait ou est-ce qu'il y a, d'après vous, une indication potentielle de combiner les deux? Non, il y aurait pas de raison de combiner les deux pour le moment. Parfait. Je vous l'ai laissé pour le dessert, celle-là. Quelle serait la place du pharmacien pour épauler les autres professionnels qui manquent souvent de temps ou justement qui, comme on a vu, qui n'ont pas toujours les informations nécessaires pour avoir une conversation complète? Et en sous-question, est-ce que le pharmacien a une certaine autonomie dans la décision de prescrire le vaccin et le choix du vaccin lui-même? Ben, en fait, je pense que ce qui va être important de savoir, euh, c'est que c'est un travail d'équipe. Tu sais, oui, le pharmacien va avoir sa place, le médecin de famille, le pneumologue. J'ai la chance d'être avec vous aujourd'hui. Le pneumologue, je pense qu'on a tous, les éducateurs, on a tous notre rôle. Puis je pense que, tu sais, on travaillerait en cessation tabagique, puis on dirait tous que si on est 5 autour de la table à parler de cessation tabagique, on risque éventuellement de faire la cessation tabagique pour un patient. Je pense que la vaccination est la même chose, là, surtout pour nos patients qui sont peut-être un petit peu plus jeunes, puis qu'on voit qu'ils sont largement sous-vaccinés. Euh, En termes de pouvoir législatif, pour répondre à votre question, le pharmacien peut prescrire là, tout ce qui est dans le PIC. Là, fait qu'il n'y a pas il y a pas de limitation. Si le vaccin est indiqué dans le PIC, le pharmacien peut le vacciner, évidemment. Je crois qu'aussi, personnellement, que le fait qu'un patient soit éduqué sur ce qu'il a, puis on le voit beaucoup en pharmacie, le patient qui sait les médicaments parce qu'il a accès à son domicile aux médicaments qu'il utilise et au laboratoire qu'il a fait récemment puis qui a été prescrit par son professionnel de la santé, ça le sensibilise un petit peu sur la médication et sur son état de santé. Et je crois qu'évidemment, de connaître un petit peu son état de santé vaccinal fait tout à fait du sens. Fait que j'ai énormément hâte d'impliquer mes patients dans la vaccination en l'informant d'aller voir son carnet de vaccination électronique, bien que je peux lui présenter à la pharmacie. Mais je pense que c'est évidemment, ça va être clairement un enjeu dans les prochaines années. Je suis entièrement d'accord. Super. On n'a pas d'autres questions. Donc, avec quelques petites minutes d'avance, je veux juste prendre un moment pour remercier tout le monde d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui. On remercie encore Respi Plus et notre commanditaire Merck Canada pour leur soutien qui a rendu possible cette opportunité d'apprentissage. Encore une fois, n'oubliez pas de vous inscrire à expandcourses.com où vous pourrez trouver l'enregistrement de nombreuses autres opportunités d'apprentissage.
Et sur ce, je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée. Merci encore, Monsieur Lessard, pour la super présentation et à la Merci pour votre modération.